Mes petits loups, j'ai envie de vous faire plaisir aujourd'hui avec 3 nouveaux threads d'horreur inédits sur la chaîne du Joker. Vous kiffez ce format et j'en suis ravi. Mais avant, sachez qu'on va prochainement arriver aux 10 000 abonnés et tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et tous ceux qui vont le faire. Vous êtes clairement les meilleurs. Et comme à notre habitude maintenant, on démarre directement. Puis je vous retrouve juste après la première histoire pour vous parler d'un projet, de mon projet. Pour cette histoire, je vous préviens, on va parler d'une jeune femme de 28 ans qui s'appelle Mélanie. Mélanie, c'est une coiffeuse parisienne qui explique qu'elle a l'habitude de mettre ses poubelles à l'entrée de son appartement. Comme ça, lorsqu'elle sort de son appartement, ça l'oblige à descendre les poubelles et ça garde son appartement très propre. Oui, on rentre directement dans le vif du sujet et elle raconte que c'est très important pour l'histoire de savoir ça. Ensuite, Mélanie raconte dans son thread son métier. Elle indique qu'au salon de coiffure, elle accueille des hommes et des femmes de tout âge. Et que généralement, elle a toujours les mêmes clients, ses habitués. Et qu'elle a développé une certaine proximité avec beaucoup d'entre eux. Et elle s'arrête sur un client en particulier qui vient depuis quelques mois maintenant. C'est un jeune garçon d'une vingtaine d'années tout au plus et qui est client depuis pas très longtemps. Et Mélanie indique que le feeling passe pas trop entre eux, qu'il la regarde sans cesse pendant qu'elle coupe ses cheveux et ça crée un petit malaise. Il n'y a pas trop de discussion, on va dire entre eux. Bon, après tout, Mélanie dit qu'elle est habituée, donc elle fait son travail et puis c'est tout. C'est peut-être juste un jeune qui est timide et qui trouve Mélanie jolie. Il est peut-être tout simplement impressionné par elle. Bref, Mélanie nous raconte que plusieurs fois, lorsqu'elle va dans son épicerie de quartier, elle croise ce jeune client. Jusque-là, rien d'anormal car des clients, elle en a beaucoup. Et c'est pas si rare d'en croiser. Ce qui nous amène à un fameux soir. Le soir où Mélanie va vivre son propre thread d'horreur. Mélanie explique qu'on est jeudi et que c'est un soir banal. Elle vient de finir sa journée de travail, elle rentre chez elle, puis elle s'organise un petit repas qu'elle dégustera devant Netflix. Elle explique aussi que par hasard, en passant devant sa fenêtre, ce soir-là, elle remarque quelqu'un de bizarre dans la rue. Elle précise qu'elle est au 3e étage d'un bâtiment et qu'elle aperçoit effectivement, en plein Paris, une personne avec une casquette jaune qui attend debout devant chez elle. Enfin, quand je dis devant chez elle, c'est sur la rue d'en face, mais qui est vraiment en face de son immeuble. Et elle indique que, même si ça doit pas être la première fois que ça arrive, étant donné qu'il y a beaucoup de monde à Paris, là elle se dit, ça c'est bizarre, il y a quelque chose de louche là-dedans. Et en regardant de plus près, elle remarque que cette personne, avec la casquette jaune, c'est à coup sûr son client, le jeune timide qu'elle a l'habitude de coiffer. Mélanie, elle explique qu'il est seul et que dès que leurs regards se sont croisés, il a tourné la tête et était tout gêné. Comme elle l'a déjà vu dans une épicerie pas loin de chez elle, elle se dit qu'il doit habiter pas loin et qu'il a un ami ou une copine dans la rue et que c'est juste une coïncidence. Et elle se dit qu'ils ont rendez-vous dans 3 jours à l'atelier de coiffure, donc tant mieux, ça lui fera un sujet de conversation et qui sait, ça détendra peut-être l'atmosphère entre eux. Bref, Mélanie part se coucher quelques minutes plus tard car il commence à faire tard. Elle passe un peu de temps sur son téléphone jusqu'à entendre quelque chose de bizarre à l'entrée de son appartement. Et ces bruits, c'est effectivement ceux des poubelles qu'elle met toujours devant sa porte d'entrée pour pas oublier de les jeter le lendemain matin. Mais si ces poubelles qui sont devant la porte d'entrée de son appartement sont en train de bouger, c'est donc forcément sa porte qui bouge et qui fait tout ce bruit. Mélanie regarde à côté d'elle et voit son chat avec les poils de dos hérissé, qui regarde en direction de la porte de sa chambre. Elle sent alors que c'est pas bon, et ça confirme que quelqu'un est en train de rentrer chez elle. Mélanie, elle a le temps de prendre ce qu'elle peut comme arme dans sa chambre, à savoir sa lampe de chevet. Elle explique que ça fait une sorte de petite arme, et puis pas le choix. Il faut qu'elle se défende. Entre-temps, le chat de Mélanie ronronne de plus en plus, et en plus de ça, Mélanie n'entend plus de bruit en direction de sa porte d'entrée. Mais elle distingue plutôt des bruits de pas provenant de son salon et qui s'approchent doucement en direction de sa chambre. Mélanie n'a alors plus le choix et se tient prête. Elle est cachée derrière l'armoire de sa chambre et n'hésitera pas à porter le premier coup pour ensuite s'échapper de son appartement en pleine nuit. Sauf que son chat va courir et sauter sur la personne qui s'est introduite chez Mélanie. Et franchement, bravo le chat. Mélanie va alors profiter de cette occasion pour se jeter sur l'intrus et le frapper avec sa lampe de chevet. Et vous vous demandez alors si c'est bien le client de Mélanie qui s'est introduit chez elle. Eh bien non. Mélanie, elle est étonnée. Elle est surprise de voir que la personne qu'elle tente de neutraliser ne lui est pas du tout familier. Elle explique qu'elle était persuadée sur le coup de faire face à son client qui avait une casquette jaune en bas de chez elle quelques minutes plus tôt. Et rapidement, provenant de sa porte d'entrée laissée entrouverte par l'inconnu, par l'intrus, elle entend son client qui lui dit de venir tout de suite et qu'il est en ligne avec la police. Et là, c'est clairement le début d'un nouveau thread d'horreur pour Mélanie. Mélanie, dans un instinct de survie, elle fait étrangement confiance à son client et ferme alors sa porte à clé, puis enferme l'intrus chez elle. Entre-temps, son client indique que la police arrive dans 5 minutes. C'est alors qu'ils vont entendre tous deux l'intrus chez Mélanie faire un boucan pas possible dans l'appartement. Mélanie est donc en pleurs en se disant qu'il va tout casser et que ça sera un enfer de tout réparer. En plus, on va dire des dégâts psychologiques qu'une intrusion peut faire chez quelqu'un. Puis d'un coup, plus rien. Plus aucun bruit de la part de l'intrus. Mélanie et son client descendent alors dans la rue et tombent sur la police. Et à leur grande surprise, la police regarde en direction de l'appartement de Mélanie, au 3e étage, où se trouve un homme d'une 50aine d'années, accroché au balcon, tentant tout simplement de s'échapper de l'appartement de Mélanie. La police va donc finir par mettre la main dessus et l'arrêter. Et Mélanie explique qu'elle sait pas ce que ça a donné, si cette personne a été jugée ou quoi que ce soit. Elle, ce qu'elle veut savoir au-delà de tout ça, c'est pourquoi elle.
pourquoi est-il rentré chez elle et dans quel but. Car vous vous en doutez bien, dans ces cas-là, rares sont les fois où on comprend les intentions des personnes mal intentionnées. Et revenons sur le client de Mélanie. En fait, il explique qu'il était en train de rentrer chez lui lorsqu'il a vu sa coiffeuse Mélanie rentrer chez elle. Et c'est au même moment qu'il a vu quelqu'un tenter de se faufiler derrière Mélanie pour rentrer dans son immeuble. Cela lui a évidemment éveillé les soupçons. Il explique à Mélanie qu'il a préféré attendre quelques minutes pour être sûr que cet homme d'une cinquantaine d'années n'avait pas de mauvaises intentions. Il explique qu'il a donc surveillé plusieurs minutes cette personne jusqu'à ce que ses doutes soient levés. Et alors qu'il espérait que c'était juste une fausse alerte et qu'il pourrait rentrer chez lui tranquillement à quelques mètres de là, il a constaté que cet homme a réussi à se faufiler après une autre personne soit rentrée dans l'immeuble. Le client de Mélanie a alors sprinté également à son tour pour rentrer dans l'immeuble et tenter d'empêcher cette personne de faire quoi que ce soit. Et c'est alors qu'il se retrouve quelques secondes plus tard devant la porte de Mélanie au 3e étage, voyant sa coiffeuse en train de frapper l'inconnu. Et la suite, vous la connaissez. Alors j'avoue que pour cette histoire, il y a eu beaucoup de détails, mais en même temps, je peux pas les enlever, sinon vous comprendrez plus rien. Et dernière chose, le client et Mélanie se sont revus du coup au salon de coiffure et désormais, ils s'entendent très bien, ce qui est bien mieux qu'avant. Et petit détail un peu marrant que je vais vous raconter, c'est que Mélanie explique dans son thread qu'elle a depuis un petit crush sur son client. Un peu le côté super-héros, je pense qu'elle a kiffé. Bon, fin de cette première histoire les amis, mais maintenant, avant de repasser sur la seconde histoire, je voudrais vous partager l'avancée de mon projet. En effet, j'ai prévu de lancer une BD thread horreur en octobre 2025. Oui, je vois loin, mais je veux prendre le temps de bien faire les choses pour vous. Du coup, je vous balance à l'écran quelques croquis, quelques dessins que j'ai obtenus avec mon dessinateur. Et croyez-moi, les 3 histoires, c'est des pures créations de ma part et j'espère que vous allez grave kiffer. En tout cas, tenez-vous prêts, car si vous souhaitez faire partie du projet, j'ouvre une cagnotte pour devenir contributeur de la BD dans une semaine. Et ce sera donc pas ma BD, mais notre BD. J'ai l'impression de parler comme un politicien, je me dégoûte, je suis désolé. Bref, sauf que moi, je vais tenir mes promesses. On en parle bientôt, on en parle la semaine prochaine. Sur ce, on enchaîne sur la seconde histoire, c'est parti. Bon, pour cette histoire, on va plonger dans une ambiance assez creepy pour notre ami Richard, ou Richard en américain. Richard, c'est un maçon d'une quarantaine d'années et qui vit seul dans le fin fond de l'Amérique. Alors, il explique qu'il a choisi d'être célibataire, mais qu'il n'est pourtant pas seul pour autant. Il a des amis, il s'entend très bien avec sa famille, c'est juste qu'il n'a pas de petit ami car il a du mal à tomber amoureux. En plus, c'est quelqu'un qui aime beaucoup bouger et visiter des nouveaux endroits chaque week-end. Donc, entre son boulot et ses déplacements le week-end, il sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour trouver quelqu'un. Et c'est pas grave. Et Richard, quand je vous dis qu'il aime voyager chaque week-end, c'est parce qu'il est full équipé. Il a aménagé sa voiture de manière à ce qu'il puisse être tout confort quand il part le week-end. Il a donc mis un système pour faire lit à l'arrière dans sa grande voiture et ça lui évite d'aller dans les hôtels et de payer 60 à 100 $ la nuit. Du coup, ça laisse à Richard uniquement le besoin de payer l'essence pour partir. Et donc, c'est pour ça qu'il peut faire ça très régulièrement. Bref, Richard a décidé d'aller ce week-end dans un lieu magnifique et gorgé de mystère, le Goldfield Ghost Town. Et ce lieu est d'ailleurs un peu connu là-bas pour les quelques événements étranges qui s'y sont passés. Et Richard ne se le cache pas, qu'il aime se procurer un peu d'adrénaline en visitant ce genre d'endroit. C'est donc naturellement qu'il se prépare en rentrant du boulot le vendredi soir, il partira le samedi matin et reviendra normalement dimanche soir. On arrive donc au samedi matin, il est aux alentours de 5h30 quand Richard monte dans sa voiture aménagée avec son sac à dos. Et c'est parti pour 5 heures de route. Sa journée dans la vallée de l'Arizona se passe très bien et il nous explique que c'est grandiose. Le Goldfield Ghost Town, en fait, c'est un peu une représentation d'un village western durant la conquête de l'Amérique. On y voit une grande rue avec des saloons un peu partout. Et franchement, même moi, pour avoir vu les images, ça me donne grave envie d'y aller. Une fois la journée terminée, Richard va rejoindre sa voiture et se garer à un endroit tranquille un peu plus loin. La nuit arrive donc à grands pas et Richard se gare dans un petit village à côté de Goldfield Ghost Town. C'est donc en pleine campagne américaine et sur une place assez déserte qu'il va dormir cette nuit-là. C'est la première fois que Richard passe dans cette ville et il remarque qu'elle est vraiment abandonnée, voire complètement en ruine. Pour lui, c'est clairement une ville fantôme. Et autant ça pourrait nous faire flipper, pour Richard, c'est le paradis car il va pouvoir dormir sans être réveillé par des bruits ou des phares de voiture. Richard sort alors de sa voiture pour installer sa chaise et une table afin de manger un petit bout avant d'aller se coucher. Il est désormais 20h30 et le soleil est sur le point de se coucher. En mangeant son sandwich en plein milieu d'une place dans un village fantôme, Richard explique que finalement, l'ambiance est plus sombre qu'il n'y pensait. C'est vraiment la première fois qu'il est dans un village si désert. Pourtant, il y a plein de maisons autour de lui. C'est une place de village classique dans une toute petite ville américaine, mais bizarrement, rien, aucun signe de vie. Aucune lumière, aucun bruit de quelqu'un qui ouvre ou ferme une porte, bref c'est trop bizarre. Et même si Richard a l'habitude de visiter le fin fond de l'Amérique, il explique que là pour le coup ça le met vraiment pas trop à l'aise. Mais Richard c'est plutôt un homme qui va prendre le taureau par les cornes quand ça va pas. Il va donc alors décider de laisser sa voiture sur le parking et d'arpenter les rues de ce tout petit village américain. Et encore une fois, rien.
pas même une lumière dans une maison. Et c'est pas faute d'essayer pour Richard, de regarder dans les maisons qui ne comprend pas absolument où est-ce qu'il est tombé. Bon, après une bonne quinzaine de minutes à faire le tour du village, il arrive à une intersection et voit sa voiture garée sur son parking à 200-300 mètres de là. Sauf que ce qu'il constate, c'est une silhouette juste à côté de sa voiture. Mais pas une silhouette humaine, une silhouette comme si c'était un animal plutôt. Et en Arizona, c'est pas rare de croiser dans des endroits déserts des coyotes ou des cerfs par exemple. Et pour Richard, ça ressemble vraiment à un coyote. Alors pas de panique, normalement les coyotes ça craint l'humain, donc il devrait rien se passer de mal. Et l'animal devrait tout simplement fuir à la vue de Richard. Sauf que ce coyote là, il a l'air bien installé près de la voiture de Richard et il s'enfuit pas. Richard avance alors vers sa voiture et décide donc de crier. Car oui, crier ou faire du bruit, c'est censé faire peur au coyote et le faire partir. Et ça va marcher. Ouf pour Richard qui va éviter une bagarre avec un coyote et franchement, vaut mieux. Même s'il n'attaque pas l'humain, s'ils se sentent en danger, ils vont se défendre et ça peut tourner vinaigre. Richard monte alors dans sa voiture et pousse un ouf de soulagement. La journée a été longue, il est dans un endroit désert, voire même fantomatique. Il est donc plus que l'heure de se coucher pour lui. Et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Richard nous explique qu'il s'est endormi assez rapidement, mais que très vite, il va être gêné cette nuit-là. Alors que pourtant, tout présageait le fait qu'il soit bien tranquille dans ce village abandonné. Outre les hurlements de coyotes qui vont un peu le réveiller, Richard va avoir une toute autre surprise. En fait, Richard va entendre des petits grincements au niveau de la carrosserie de sa voiture. Et ces grincements, il pense à ce moment-là savoir de qui ça provient. Pour lui, c'est évident. Il y a des bruits de coyotes qu'il entend au loin. Donc un coyote est là à gratter sur sa voiture, c'est sûr. Et il explique que sa voiture, il l'emmène partout chaque week-end. Et que les griffes, c'est pas ce qui le gêne vraiment dans un premier lieu. Non, la première chose qu'il se dit, c'est pourquoi un coyote est en train de griffer avec ses pattes sur sa voiture. Il sent qu'il n'est pas directement en danger, c'est clair. Mais c'est jamais très rassurant si un ou plusieurs coyotes rôdent autour de ta voiture et grattent comme ils pourraient le faire. Richard va alors prendre le risque de réveiller le village désertique en appuyant sur le klaxon. Ainsi, ça devrait faire peur au coyote et le faire fuir. Et il pourra du coup reprendre sa nuit comme bon lui semble. Richard va alors klaxonner pendant plusieurs secondes dans l'espoir qu'il s'en aille. Et après plusieurs secondes de silence, Richard n'entend plus les grincements et décide de se rendormir. Pour lui, c'est enfin terminé. Sauf qu'il n'a pas le temps de se rendormir que de nouveaux grincements se font entendre sur sa carrosserie. Richard tire les rideaux pour voir s'il y a encore un coyote dehors, mais bizarrement, il voit pas bien dehors. Richard décide alors d'en avoir le cœur net et passe sur le siège conducteur. Il ouvre la portière en passant voir enfin ce fameux coyote qui lui casse les pieds depuis maintenant plusieurs minutes. Mais non. Quand Richard ouvre la porte, il va jeter un œil sur la carrosserie arrière de sa voiture, là où il y a la porte arrière pour être précis. Et c'est là qu'il va tomber, non pas face à un coyote, mais face à quelqu'un accroupi en train de gratter sa voiture. Richard explique que ce qu'il a vu est terrifiant et qu'il savait même pas ce que c'était. Il est à peu près sûr que c'était un humain, mais vraiment un humain bizarre. Il explique que du peu qu'il s'en souvienne, cette personne avait les cheveux longs, très gras et un t-shirt blanc très sale, genre même à la limite du gris. Enfin, c'est tout ce que se souvient Richard de ces quelques secondes en pleine nuit dans l'Arizona. Richard, en voyant ça, il est clairement surpris et il n'a pas le temps de réagir, que cette personne très étrange lui saute dessus. Je rappelle que Richard est assis sur son siège et qu'il est encore dans la voiture. Donc il va se débattre comme il peut pour dégager cette personne, cette créature, le plus rapidement possible, afin qu'il ou elle ne rentre clairement pas dans sa voiture. Richard explique après coup que cette personne faisait des cris aigus terrifiants et que ça le terrifie encore aujourd'hui d'avoir entendu tout ça. Richard va tout de même réussir à mettre un coup de pied pour projeter cette personne en dehors de sa voiture. Ce qui va laisser le temps à Richard de fermer la porte, mettre les gaz et se tirer le plus loin d'ici. Richard va alors rouler toute la nuit et aura tellement peur de s'arrêter qu'il écourtera son week-end directement. Richard va alors rentrer chez lui, se barricader et se reposer. C'est le lendemain matin que Richard va leur faire un bilan de ce qui s'est passé. En constatant les griffes sur sa voiture, il constate qu'il y a une sorte de mot qui se forme. Il explique qu'il voit une sorte de don't, mais qui est bizarrement écrit et pas terminé. Une sorte de message d'avertissement ou don't c'est quoi pour Richard. Mais c'est pas le plus troublant pour lui, car pour lui, il réfléchit encore à quoi il a eu affaire ce week-end-là. C'était pour lui vraiment un mélange d'humain et d'animal, tellement les cris aigus qu'il a entendus faisaient penser à une bête. Bref, Richard explique qu'il a contacté la police pour parler de tout ça et qu'il explique que malheureusement ce village est inhabité depuis des années et que personne ne s'y rend jamais. Richard finit son thread en indiquant que cette expérience l'a traumatisé et que désormais, comme tout bon américain, il prend désormais une arme lors de ses expéditions. Bon, eh bien franchement, qui a envie d'aller dans le fin fond de la campagne américaine maintenant? Levez pas tous les mains s'il vous plaît. Pour cette troisième et dernière histoire, on va partir dans un appartement de vacances. Et pour cette histoire, on va parler de la famille de Frédéric. Frédéric explique qu'il a une famille tout à fait normale, qui travaille toute l'année pour se payer justement des vacances au bord de la mer. Et c'est dans ce contexte
que Frédéric et sa femme Isabelle vont faire une réservation pour leurs vacances. Ça va se passer dans le sud de la France, près de la Côte d'Azur, et ils ont trop hâte d'y aller. Frédéric et Isabelle, ils expliquent qu'ils vont partir avec leurs 2 enfants, un garçon et une fille. Vient donc le moment de partir en vacances pour Frédéric et Isabelle. Et c'est parti pour 6 heures de route, direction la Côte d'Azur. Les enfants s'occupent à l'arrière de la voiture pendant qu'Isabelle et Frédéric discutent de ce qu'ils ont prévu de faire durant les 2 prochaines semaines de vacances. Leurs enfants ont 6 et 10 ans, donc ça va plus aller sur du sport, du vélo, etc. pour les dépenser. La famille de Frédéric arrive donc sur la côte et se dirige vers l'appartement qu'ils ont loué au 5e étage. Et Frédéric explique que l'appartement est trop beau et que la vue est juste sublime. Vue sur la plage avec une très bonne exposition, donc ça va juste être un régal. Donc c'est parti pour 2 semaines de détente en alternant plage, vélo, badminton et compagnie pour cette belle famille. Mais attendez un petit peu, car leur histoire, leurs vacances, va vite tourner au cauchemar. Ça fait 12 jours qu'ils sont dans ce logement de vacances et on approche donc doucement de la fin. Frédéric explique qu'il est 13h30 quand sa femme décide de rester à l'appartement, à la maison de vacances, pour faire une petite sieste. Et quant à sa fille, elle préfère rester sur le balcon de l'appartement pour jouer avec ses jouets. C'est donc comme ça que Frédéric et son fils vont alors à 2 sur la plage pour faire quelques passes de foot. Frédéric explique qu'ils sont placés juste devant le balcon car ils ne souhaitaient pas aller trop loin. Au cas où ils ont soif, au cas où ils doivent aller aux toilettes, l'appartement serait donc à proximité. Et donc ils vont jouer tous les deux pendant un bon 45 minutes. Pendant ce temps-là, je le rappelle, la petite fille est au balcon en train de jouer avec ses jouets et Frédéric explique qu'à ce moment-là, il jette des coups d'œil pour voir si tout va bien pour sa fille. Même s'il devrait rien se passer, on sait jamais. Sauf qu'à un moment, c'est son fils qui va attirer l'attention de Frédéric. Son fils va leur pointer du doigt le balcon et faire signe. Et il fait pas signe en restant silencieux. Non. Il dit à son père « Tiens, fais signe, il y a maman et Louise sur le balcon qui nous regardent. » Frédéric se retourne alors et constate alors effectivement 2 silhouettes sur le balcon. Il reconnaît la silhouette de sa fille, pour ça pas de problème. Mais la seconde silhouette, pour lui, il y a quelque chose qui cloche, car c'est pas du tout sa femme. Alors il pense qu'il est ébloui par la lumière ou qu'il est peut-être trop loin sur la plage, donc il se rapproche un peu. Et remarque qu'effectivement, une personne, un homme est là derrière sa fille, à regarder vers eux. L'homme a l'air d'avoir une casquette sur la tête ainsi qu'un t-shirt noir. Donc vous l'imaginez bien, c'est la panique dans la tête de Frédéric, qui tente par tous les moyens de rationaliser dans sa tête. Pour lui, c'est pas le bon balcon, il cligne des yeux plusieurs fois pour être bien sûr de ce qu'il voit, mais non, c'est bien effectivement sa fille et un inconnu qui sont exactement là sur le même balcon, à quelques centimètres l'un de l'autre. Et malheureusement, sa femme dort, donc elle sait probablement pas ce qui est en train de se passer sur le balcon. Frédéric dit à son fils de venir avec lui et ensemble, ils courent en direction de l'immeuble. Sur le trajet, il appelle sur le portable de sa femme, mais malheureusement pas de réponse. C'est alors que Frédéric arrive à l'appartement, il prend l'ascenseur avec son fils et appuie sans arrêt sur le bouton du 5e étage pour aller le plus vite possible. L'ascenseur monte et arrive enfin au 5e étage. Frédéric tambourine sur la porte tout en insérant les clés dans la serrure, puis pousse la porte. Sa femme est réveillée par les bruits de porte et se rend donc à l'entrée pour voir ce qui se passe. Elle tombe nez à nez avec Frédéric qui vient d'ouvrir la porte et se dirige vers le balcon. Frédéric arrive sur le balcon et découvre sa fille, saine et sauve, qui est tout simplement en train de jouer. Et sa fille va regarder son père assez étrangement, en lui demandant pourquoi il est en sueur, pourquoi il est agité comme ça, mais Frédéric, vous en doutez bien, il dit rien. Il la prend juste dans les bras. Sa femme demande alors des explications. Pourquoi est-il dans un état de panique comme ça? Et c'est alors que Frédéric va demander à sa femme si c'était elle qui l'a vu sur le balcon et même pas 5 minutes. Et malheureusement non. Sa femme explique qu'elle vient de se réveiller à cause de lui, à cause de Frédéric, qui vient de faire du coup un bruit pas possible à la porte de l'appartement. Frédéric explique alors qu'il a vu un homme sur le balcon et qu'il est sûr de ne pas avoir halluciné. Alors attendez encore un peu car vous n'êtes pas près de ce qui va suivre. Frédéric va alors commencer à se calmer et retourner toute l'histoire dans sa tête. Et finalement il va s'auto-persuader qu'avec le fait qu'il jouait avec son fils au soleil depuis presque 1 heure, il aurait fait une hallucination. Alors spoiler, c'est pas vrai. Il va donc, durant les derniers jours, mettre tout ça de côté en se disant que c'était en fait rien du tout. Et ils vont même tous en rire quand ils vont manger ensemble le soir même. Car oui, après tout, soyons un peu logiques, même Frédéric le dit, c'est impossible que quelqu'un rentre dans l'appartement sans que sa fille ni sa femme ne s'en aperçoivent. C'est alors qu'il va mettre toute cette histoire de côté et rentrer de vacances avec sa famille. Sauf que ça va pas se finir comme ça. Frédéric explique qu'on est quelques mois plus tard, en plein hiver, loin des vacances et de la Côte d'Azur. Frédéric est avec sa femme Isabelle dans le canapé à regarder les informations à la télé. Ils sont fatigués de leur journée de boulot et s'endorment tout doucement devant la télé quand soudain Frédéric sursaute du canapé. En effet, sur les informations, il peut observer un homme se faire arrêter par la police pour tentative de kidnapping d'enfants. Et devinez quoi, tout fait sens dans la tête de Frédéric, lorsqu'il peut voir que cette personne a été arrêtée dans la région de la Côte d'Azur et qu'en plus cet homme portait une casquette sur la tête lorsqu'il s'est fait arrêter. Bon, Frédéric, il a aucune preuve que c'était la même personne qu'il a pu voir dans son appartement, mais pour lui, c'est sûr, il n'a pas halluciné ce jour-là et il y avait bel et bien quelqu'un sur le balcon avec sa fille. Bon les amis, je vous le dis, j'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé sur cette histoire. Ça veut pas dire qu'elle est fausse, mais ça veut pas dire qu'on est sûr à 100% que ça s'est produit. Sur ce, j'ai beaucoup aimé cette mécanique et cette tension qu'a dû subir le père, donc je voulais partager. Et encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en commentaire et bombardez-moi de likes. Bref, je reviens très vite les amis, on se dit à bientôt, bisous.
Perfect. Perfect.